Un retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, parce que KNF, c'est tous les jours. C'est à midi, c'est à 18h, c'est à 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, déjà en replay sur notre YouTube, Éclair FM TV, personne d'autre. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et le plus important, c'est que j'ai vu, oui, que vous commencez à jardiner. Mais vous avez du mal à savoir quel engrais mettre et surtout à savoir si vous pouvez jardiner sans pesticides. Ah ben, j'ai appelé une professionnelle, ma chroniqueuse, qui n'avait plus une minute à me consacrer, mais elle est de retour pour cette fin de saison. J'ai l'honneur de recevoir Fiona Roche. Qu'a nous fait? Un bien même. Ça va? On a 2 secondes pour parler de jardinage sans pesticides? Ouais, ça fait plaisir d'être là. Tu es à fond, on va parler un petit peu de Comme toi. d'hab, j'arrête Tu as pas. développé quelque chose de nouveau qui t'appartient à toi et à toi seul. Oui. C'est vrai? Est-ce que tu peux nous en parler? En quelque sorte. J'ai mon entreprise depuis pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Faire ma part Consulting. Et j'accompagne les particuliers ou tous ceux qui veulent à mettre en place leur jardin sans pesticides, avec des produits naturels, entre autres. Et puis je fais aussi également des activités avec les enfants. Et j'accompagne aussi les porteurs de projets qui veulent développer des projets autour du développement durable. Maintenant, on sait pourquoi elle n'a pas une minute à nous consacrer. Elle est super occupée et on adore quand notre jeunesse est active. Justement parce que c'est vrai, on voit que tu fais des déplacements maintenant. J'ai l'impression que les écoles t'appellent de plus en plus, que tu viens, que tu donnes, que tu partages ton savoir. C'est fou, on a l'impression qu'on est de plus en plus assidus au niveau de notre biodiversité, de notre tout en fait. C'était quoi le déclic? Peut-être le Covid, je sais pas. C'est vrai? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que de plus en plus de personnes s'intéressent au retour à la terre, à cultiver, à faire attention. Mais je trouve pas encore assez. Il n'y a pas encore assez, mais ça ne sera jamais assez pour voilà, toi. Ça sera jamais assez. Et tu travailles, comme tu l'as dit souvent, avec les enfants. Quelles sont les questions qui reviennent le plus dans la bouche de nos petits bouts de chou? Questions, c'est pas forcément des questions, mais en fait, si, il y a beaucoup de questions. Dès qu'ils voient quelque chose, Fiona, c'est quoi ça? Fiona, c'est quoi ça? Alors là, il y a un coquillage, là, il y a un insecte, là, il y a... En fait, dès qu'ils voient quelque chose, ils se posent la question, ils sont curieux, ils me demandent, et du coup, je suis contente parce que l'idée aussi, quand par exemple, j'emmène les enfants en éco-balade, par exemple à Bois-Jolant ou ailleurs, c'est de leur apprendre à ouvrir leur regard sur la nature qui les entoure, autant les plantes que les animaux. Et en fait, avec ce regard d'enfant et cet émerveillement, c'est de cette façon qu'on peut apprendre ce qu'on a autour de nous et mieux le protéger. Donc, et est-ce qu'il te ramène des parents aussi dans la foulée? Est-ce que tu sens que les parents, mine de, effet boule de neige, s'y intéressent, ils s'y remettent un petit peu? Exactement. C'est souvent les petits qui apprennent à leurs parents des choses. Toujours viser les petits, les parents suivent après. Exactement. Avant d'attaquer cette page sans pesticides, j'ai une petite question. Tu as très bien dit, Bois-Jolant, moi j'y vais pour bronzer. Peut-être que vous êtes comme moi. Mais qu'est-ce que je dois regarder justement? Mais il n'y a pas que ça, Sally. Justement, avant de poser ta serviette, est-ce qu'il n'y a pas une petite plante, une petite pousse de palétuvier éventuellement sous ta serviette qui est en train d'essayer de grandir? Il faut faire attention à ça? Eh bien, ce petit palétuvier-là, il est très important parce qu'il va protéger la côte contre les cyclones et plein d'autres choses. Il va filtrer l'eau et abreuver les nappes phréatiques. Maintenant, petite question, et je pense que tous les fêtards, vous allez m'insulter. Est-ce que lorsqu'on vient à Bois-Jolant et qu'on vient avec tout notre matos, avec la baffe et compagnie, qu'on met du son qui fait bouf, 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 est-ce que ça a un impact sur notre nature? C'est vrai que... Est-ce que les animaux sont choqués? Si c'est du mauvais bouillon. Non, mais on joue du zouk aussi. Potentiellement. Non, mais l'idée, c'est pas de dire qu'il faut mettre non plus les êtres humains sous cloche et la nature sous cloche. C'est pas ça. On peut faire ensemble, mais de façon raisonnable, sans forcément tout détruire, sans forcément faire son feu dans le sable. On peut amener son petit barbecue, par exemple. Moi, j'ai fait ça l'autre jour, il n'y a pas longtemps. J'ai amené mon petit... comment on appelle ça? Mon petit tambour de machine à laver, j'ai fait mon petit feu dedans, comme ça ne touchait pas le sable, ça abîme pas le sol, ça crée pas de l'érosion, etc. Donc il y a des petits trucs simples, ramener ses déchets. Parfois je vois à Bois-Jolant des sacs poubelles qui restent, je me dis mais les gars, qui c'est qui va venir chercher ton sac poubelle? Jusqu'au fond là-bas en plus. Voilà, part avec. On met sous le toit, si vous voulez pas que ça salisse sa maison, on roule à 5 km/h, on arrive près de la poubelle, près de la sortie, on descend de sa voiture, on jette dans la poubelle, ça perd l'hypopète. Non mais c'est simple, c'est pas si compliqué, c'est juste des habitudes à apprendre. Exactement. Mais aujourd'hui, on n'est pas
parler de Boisjoli, on est là pour parler de jardinage. Non, mais tu sais, tu as fait le truc. Moi, je voulais savoir si je pouvais apprendre des choses en bronzant. Je t'attends toujours à mes sorties. Mais, quand je viens, tu n'es pas là. Comme tu dis. Demain matin, on en a une d'ailleurs. C'est vrai? Mais je travaille. Vous connaissez, moi, je travaille tout le temps. C'est dommage. Maintenant, jardiner sans pesticides. Est-ce que justement prendre des pesticides, ça reste quand même un premier réflexe pour quelqu'un qui va jardiner? Ouais. Malheureusement, oui. Que ce soit des engrais achetés en magasin. Alors, c'est souvent paradoxal parce qu'on a tendance à... On en avait déjà parlé dans une autre émission, à tout couper, à retirer toutes les feuilles mortes, etc., à faire du feu. Et après ça, aller dans des magasins pour acheter des petites graines pour faire pousser les plantes. Alors que ce qui fait pousser les plantes, c'est la matière en décomposition, les restes d'insectes, les restes de feuilles qui, en se décomposant, font de l'humus, du compost, et ça fait tout pousser, tu vois. Ouais. Donc, je ne sais même plus quelle était la question de départ. La question est de savoir, est-ce qu'on a toujours ce réflexe, sachant qu'on entend parler de pollution, de chlordécone, même de sargasse, donc on a quand même cette idée de toxique dans notre tête. Est-ce que quand même, mine de, lorsqu'on va faire pousser sa banane, son concombre ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a quand même ce réflexe d'aller prendre des engrais ou des trucs peut-être pas très bio? Je pense qu'on a souvent le réflexe de... On voit quelque chose de bizarre, de petit, de laid, on a le réflexe ou bien mettre des choses dessus parce qu'on veut que ça soit éradiqué. Ouais. Et l'une des choses à savoir avec le jardinage, c'est que pour un jardin en bonne santé, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a des petites bêtes, des prédateurs qui vont aller en manger d'autres, qui vont éventuellement t'enquiquiner. C'est ce qu'on appelle les ravageurs. Donc l'idée, c'est d'avoir autant de bêtes qui t'embêtent que de bêtes qui mangent celles qui t'embêtent. Voilà, c'est très bien. C'est une chanson. J'adore. Non, mais on en a parlé, c'est vrai, dans notre émission, mais on revient dessus parce qu'effectivement, on a cette habitude de vouloir voir son jardin comme un jardin d'hôtel, tu sais, bien rasé, bien taillé, tout ce qui est là, les petites bêtes qui nous embêtent. Je reprends, on a tendance à vouloir les tuer justement, alors que pour avoir un beau jardin, ce n'est pas utile. Conseil pour faire ma part. Premier conseil, ce serait de planter des fleurs et d'avoir une grosse diversité dans son jardin. Ouais. Parce que justement, c'est la diversité qui va créer de la résilience, de la résistance dans ton jardin. Et surtout, tu vas avoir des plantes qui vont avoir des fonctions, des rôles différents. Par exemple, tu en as qui vont attirer les pollinisateurs. Ouais. Tu connais les pollinisateurs? Ce sont nos amis qui viennent et qui permettent à nos arbres de fleurir, d'amener des fruits, des légumes. Je suis allé à l'école et là, on a fait une saison avec Fiona. Là, et avec 100% zèbre, là, je suis au mieux de ma forme. Là, pose-moi des questions sur les plantes, les pollinisateurs, les ravageurs. Cite-moi des pollinisateurs. Écoute, c'est pas mon émission, c'est moi qui pose la question. Quels sont les pollinisateurs? Les abeilles, les papillons, les oiseaux, plus spécifiquement les rouges-gorges. Génial, mais pas que. Super. Vas-y, continue. Mais c'est simplement pour te montrer que. Je suis ravie. T'as vu comme. Non, mais je suis content quand mes profs sont contents. Je suis sourire, comme on dit. Tu verras quand je viendrai pour tes sorties et compagnie, c'est moi qui vais te. J'ai hâte que tu viennes. Donc continuons sur nos pollinisateurs. C'est important parce que là, j'ai nommé ceux qui sont beaux, effectivement, mais il y en a qui sont pas beaux qu'on a tendance à. Il y en a qui sont pas beaux et pourtant qui ont des rôles très très intéressants. Il y a quelques minutes, on a vu une bête avec des crochets là. Je sais plus, Bruno, si tu peux la remettre en ligne. Voilà, ça. On voit ça en dessus, directement. Non, mais voilà, toi, tu vois ça dans ton jardin, tu dirais... Que ça vient de Mars, parce que ça n'a pas l'air humain, tout ça. Enfin, ça n'a pas l'air terrestre. Alors ça, par exemple, on a l'impression que ça va t'attaquer, etc. Mais ça, c'est un prédateur de pucerons et de cochenilles. C'est ce qu'on appelle une larve de chrysope. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais montré sous la feuille de gros thym des petits œufs qui pendouillaient, là. Exactement, voilà. Donc ça, ce sont les œufs de l'animal qu'on vient de voir juste avant. Et le chrysope, c'est un très très gros mangeur de pucerons, cochenilles. Mais en plus, on a ce problème de pucerons ici. Oui, pucerons, cochenilles et tout le reste. Quoi. Et cette petite bête, est-ce qu'elle te mord? Est-ce qu'elle te pique? Je pense qu'elle a autre chose à mordre. Et ça, est-ce que tu connais? Pas du tout. C'est plutôt un copain ou plutôt pas un copain? Ça, c'est jaune, ça, c'est l'enfant du soleil, c'est un copain. Eh ben non, ça, ce sont des pucerons qui vont avoir tendance à sucer la plante en fait et retirer son matériel végétal.
Donc, mais lorsqu'ils viennent, ils viennent en colonie comme ça, en bande comme ça, en bande oui, mais bon, généralement, quand les vilaines, entre guillemets, bébêtes s'installent, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ta plante au niveau de la sève, etc. Donc ils viennent, ils en profitent. Ouais. Si ta plante était en bonne santé, il n'y aurait peut-être pas tout ça. Et ça va sur toutes les plantes, ça va sur les plantes ouais, mais surtout, c'est sur la feuille, c'est sur la branche, sur la feuille. Principalement sur la feuille. Et ça se voit à l'œil nu ou Ah oui, ouais, les pucerons, ça se voit à l'œil nu, mais on a des bébêtes qui mangent les pucerons. Comme là, alors, le chrysope, effectivement, en mange, donc ça, c'est l'adulte de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. D'accord, c'est surtout la larve qui les mange et l'adulte, il va être plutôt comme un pollinisateur. Ah, donc ça, c'est OK. Et les coccinelles. Ouais. Les coccinelles, ça mange les pucerons. Mais ça, c'est envahissant. J'allais dire, est-ce que c'est envahissant? Est-ce que ça rentre chez toi? Est-ce que ça, non, ça fait des bébés? C'est dans le jardin. Ça bouge pas du jardin. Ça fait ses affaires dans le jardin. Donc en fait, on voit. S'il a assez à manger, ça fait ses affaires dans le jardin. La coccinelle qu'on voit, et que pour moi, j'ai l'impression que dans les années 80-90, il y en avait tellement. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Bah justement, à force d'avoir. Est-ce que c'est notre faute? À force d'utiliser justement des pesticides, etc., tous les insectes y passent en fait. Les bons, entre guillemets, comme les mauvais. Quel pesticide qu'il ne faut pas utiliser? Aucun. Simplement, je ne vais pas faire de la pub pour des mauvais produits. Par contre, je peux te donner des idées de... une fois que tu auras fait planter des plantes qui vont soit être attractives de tes auxiliaires, donc avec des plantes à fleurs, à pollen, à nectar, etc., ou des plantes répulsives comme la menthe, les tagettes, estragon du Mexique, œillet d'Inde, etc., ça, c'est de la menthe, voilà, c'est bien contre les alerodes. Les alerodes, ce sont les petites sortes de petites mouches blanches, etc. Ouais. Tu sais, c'est les plantes à odeur forte, aromatiques, souvent c'est répulsif. La citronnelle aussi. Et une fois que tu auras mis toutes ces choses dans ton jardin, si tu as encore des problèmes, tu peux utiliser des produits naturels comme l'oignon, comme l'ail, comme le piment, comme le dattier. Tu vois ce que c'est le dattier? Attends, mais comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on doit écraser l'ail? Est-ce que voilà, piment? Est-ce qu'on met... Comment est-ce qu'on fait ça? Dis-moi tout. Est-ce qu'on doit mettre au pied de la plante? Parce que tu me dis on peut utiliser. Mais comment est-ce qu'on utilise? Là, tu m'intéresses ça. Justement, alors, on va en parler peut-être tout à l'heure. J'ai créé un outil digital en ligne qui te donne toutes les petites recettes à base de produits naturels. Ouh. Donc sur cet outil digital, tu vas retrouver des solutions contre les fourmis manioc, tu vas retrouver des exemples de plantes à la fois répulsives et attractives, et tu vas retrouver aussi un quiz où tu as toutes les photos de toutes les petites bébêtes que tu peux trouver dans ton jardin pour toi tester tes connaissances et savoir ça, est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce que ça a une action bénéfique, pas bénéfique, etc. Et la question de base, c'était oui, sur ce site-là, il y a des petites recettes à utiliser. Et par exemple, l'oignon, c'est quelque chose qui est à la fois antifongique, donc ça veut dire que ça traite les champignons, mais ça peut être aussi répulsif, insecticide, donc tuer et repousser certains insectes. Alors, comment tu l'utilises? Est-ce qu'il faut tout enlever? Est-ce qu'il faut faire comme si tu allais préparer une viande? Tu peux manger aussi. Est-ce que tu assaisonnes ton jardin? Dis-moi comment tu... Oui. Alors, tu peux l'assaisonner de différentes manières, avec des infusions, avec mais honnêtement, des macérations. L'oignon, le café, j'ai l'impression que tout ce qu'on mange peut aller dans le jardin. C'est fou. Le jardin, c'est nous, en fait. Et c'est tout ce qui est naturel. Et c'est tout ce qui est naturel. C'est fou. Donc, en gros, mine de... Si je te suis, on utilise tout ce que notre corps accepte et on n'utilise pas tout ce que notre corps n'accepte pas. Alors, je ne sais pas si je peux faire cette synthèse. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai faite. Corrige-moi. Il faudra qu'on regarde mot à mot. Je ne peux pas te dire que tout ce que le corps accepte est bon pour le jardin ou vice-versa. Mais en tout cas, c'est sûr que ce sont des produits naturels, ce sont des plantes. Alors, il faut faire attention aussi au plot et au dosage, parce que par exemple, le VPLA, c'est quelque chose qui est assez fort, qui est antifongique, donc contre les champignons, contre les insectes, contre les virus, contre les nématodes, les acariens. En fait, c'est efficace contre 300 espèces. Donc, par exemple, en agriculture biologique, c'est pas autorisé. Parce que ça tue trop de choses, entre guillemets. Tu vois ? Donc, tout à l'heure, tu me posais des questions sur les recettes. Tu peux fabriquer soit des infusions. Donc l'infusion, ça veut dire que tu fais bouillir ton eau, tu mets sur les parties hachées de la plante. Tu peux faire des décoctions. Là, c'est plutôt pour les parties dures des plantes, donc les racines, l'écorce. Là, tu vas faire vraiment bouillir des parties de la plante. Et sinon, tu peux faire aussi ce qu'on appelle des macérations, donc dans de l'huile, du vinaigre, du vin, etc. pendant quelques jours, ou des fermentations. C'est aussi ce qu'on appelle purin.
Et les purins, ben, ça c'est quelque chose que tu vas laisser fermenter pendant plusieurs semaines. Ça va pas sentir très bon. Et du coup, ça va faire de l'écume, de la mousse, etc. Et ça, il faudra après le diluer et l'utiliser. Mais tout ça, c'est récapitulé sur l'outil que j'ai créé et qui est accessible sur le site internet de Faire ma part. Elle est forte, hein. Voilà. Elle vous envoie sur son appli, comme ça c'est fait. Donc on peut, parce que moi je suis hyper feignant. Tu m'as dit qu'il faut faire une infusion. Moi j'allais prendre 2-3 piments, jeter ça dans le jardin. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça aussi? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez? Alors le piment, je crois que c'est une macération. Aussi. Tu peux par exemple mixer, alors j'ai plus les données en tête. Est-ce qu'il faut que je prenne Je crois qu'on est à 30 grammes par litre pour le piment. Tu peux faire une infusion de piment par exemple. Est-ce qu'il faut que je prenne du piment végétarien ou du bon d'Amanjac? Piment fort. Du piment fort. Piment fort, voilà. Ouais, ok. Parce que c'est la capsaïcine qui est à l'intérieur qui va vraiment être répulsive. Nous, ça nous fait tousser, ça pique, etc. Ouais. Ça fait pareil aux insectes en fait. Ok. Donc, pour en revenir au piment, il me semble que c'était 30 grammes par litre pour les utiliser en infusion. Tu peux aussi faire un purin à l'oignon. Donc, tu vas prendre ton oignon, tu retires les parties que tu ne veux pas, tu découpes en morceaux et tu mets 80 grammes pour 1 litre d'oignon. Okay. Et ça, tu vas le mettre dans une petite bouteille, le fermer, le laisser à l'abri du soleil et revenir régulièrement l'ouvrir, le remuer pour laisser les bulles s'échapper. Okay. Et après quelques semaines, quand ça bulle plus, là le produit est bon. Et tu peux soit l'utiliser comme je te disais tout à l'heure, un fongicide. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut le diluer à 10%. D'accord. Si tu veux l'utiliser comme un insecticide, il faut le diluer à 20%. D'accord. Et tu peux même l'utiliser aussi comme fertilisant. Tu vois ? Donc en fait, c'est tout ça, c'est naturel, c'est dingue. Ouais. Vous dépensez pas beaucoup d'argent. Là, tu vois, déjà, moi, je peux t'assurer que toute la base, c'est comme ça. Ok, 20%, 10. Et ils vont regarder le replay de cette émission comme des oufs. Il y a l'ail. Mais oui. Il y a la menthe. Il y a le gingembre. Exact. Tout à l'heure, on a vu la plante avec les fleurs jaunes. Ouais, c'est ce qu'on appelle le dattier, le cassia alata. Ça, c'est antifongique. Tu vois ? Donc, par exemple, si tu veux traiter, par exemple, les fourmis manioc. Allez, tout le monde pose la question. Je peux faire au moins 40 000 émissions, vous reviendrez me poser les mêmes questions. Mais comment est-ce qu'on se débarrasse de vous? Donc, on va vous rabâcher. Comment? Alors, plusieurs choses à savoir concernant les fourmis manioc. Déjà, c'est pas facile de s'en débarrasser. On va commencer comme ça. La fourmi manioc, c'est, si tu veux la traiter, il va falloir tester différentes choses. En continu et à alterner parce que elles sont aussi malines et parfois quand ça leur plaît plus, elles comprennent et elles vont plus manger telle chose, elles vont changer, etc. Okay. Et en fonction apparemment de leur évolution aussi, elles consomment différentes plantes ou etc. D'accord. Et la fourmi manioc, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux la traiter, il faut traiter l'insecte, la fourmi, mais aussi le champignon parce qu'en fait les feuilles qu'elles coupent, c'est pour aller développer un champignon dont elles se nourrissent. Okay. Tu vois ? Donc, tu peux par exemple faire un mélange à base de dattier antifongique et de noyau d'abricot-pays. Le noyau d'abricot-pays, c'est un insecticide connu. Okay. Et ça, tu vas aller le verser dans le nid, les orifices, tu vois ? D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux planter des choses dans ton jardin qui vont être un peu répulsives. Tu peux planter par exemple de la citronnelle ou du vétiver très, très serré pour faire des barrières mécaniques. Ouais. Planter des canavalia, c'est du pois sabre, tu sais le pois vert là et long, toxique quand il est mature. Il y a le laurier rose, il y a les graines de pomme cannelle, il y a qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même pas mal de solutions. Il y a plein de choses, ouais. Et ça, tu plantes sous la terre, tu plantes en surface, tu plantes en surface. En fait, tu déposes sur la surface. Il faut faire une décoction à base de ça. Okay. Avec en fait, il faut faire une décoction tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais souvent, de temps en temps. Une décoction, ça marche. Okay. Que tu vas aller mettre dans le nid, les trous, etc. Sinon, il y a d'autres techniques aussi, un peu plus... Tu peux creuser le trou, aller tuer la reine. Mais ça, c'est les Avengers, ça. Enfumer. Ok. La glu aussi. Enfumer, effectivement. Enfumer. Il y en a même qui brûlent. Bon, je ne vais pas dire d'aller brûler non plus, mais bon, c'est un peu violent comme méthode. Ouais, mais tu sais, il y a des psychopathes. Au bout d'un moment, lorsque les gens ont marre des fourmis manioc, au bout d'un moment, ils pètent les plombs. Je vais t'incinérer. Ok. Il y en a même qui les nourrissent, mais bon, après, ça les distrait un moment. Mais voilà, les fourmis manioc, c'est un travail de
de longue haleine, si je puis dire. Il n'y a pas un remède miracle, il faut tester différentes choses. Mais apparemment, il faut aller les chercher quand même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans leur nid, creuser, il faut les suivre. Il faut les suivre. On ne peut pas, par exemple, mettre quelque chose allant tout autour de son jardin, tu sais, ou à l'entrée de sa maison pour empêcher déjà qu'ils entrent. Par exemple, la calebasse. On peut faire ça avec la calebasse, mais ça marche un certain temps. Il y en a qui utilisent des faux cheveux. Il y en a qui utilisent de la glu arboricole. Les faux cheveux? Oui, tu mets des faux cheveux autour d'un arbre. Si ça les gêne, ça les dérange, bon ben, ils vont pas avoir envie de passer. Mais voilà. Génial. Mais il y en a qui utilisent des perruques. Ok, je savais pas pour les faux cheveux. Ouais. Ah, ok. Voilà. Il y a d'autres petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas et qu'on a à portée de main. Encore une fois, c'est à côté. Nous, on va dans un magasin acheter un truc polluant qui est pas bon pour nous, pour notre jardin. Il y a des gens qui mettent des trucs anti-tiques, ouais, ça par exemple. C'est ça. Ouais. On a ce réflexe. Il faut aller sur faire ma part pour arrêter tout ça, tous ces mauvais réflexes. Mais en fait, il y a plein de choses naturelles. C'est ça. Comme tu disais, qu'on consomme pas, qui sont à portée de main et qui sont aussi moins chères que ce qu'on trouve dans le commerce. Et faut juste s'y mettre, les utiliser, et puis tu rajoutes un petit peu de savon noir, de bicarbonate. Ah oui, un truc que j'ai pas pensé à dire, c'est que quand tu fais toutes ces préparations, c'est important de filtrer aussi, parce qu'après tu vas les pulvériser avec un pulvérisateur, et si tu filtres pas, ça va se boucher. Et surtout, il faut faire les traitements de préférence soit très tôt le matin ou le soir, parce que le soleil va avoir tendance à brûler les feuilles si tu fais ça la journée, quoi, tu vois. Et il faut rajouter un peu quelque chose d'huileux, savonneux, pour que ça reste bien collé à la feuille. Excellent. Non, vous avez entendu ça? Notez vraiment tout. Non, mais c'est super important. Il y en a, tu sais, qui restent des semaines et des semaines à trouver une solution pour guérir leurs plantes et compagnie. Toi, tu arrives en toute simplicité, toute décontraction. Non, mais vous faites ça, et puis ça part sans souci. Tu sais, comment s'appelle le champignon qui rend les feuilles noires? La fumagine. Il y a le savon noir pour s'en débarrasser, mais il y a quoi d'autre encore? Tu peux mettre aussi soit du VPLA, comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors tu peux mettre bicarbonate aussi? VPLA, bicarbonate, c'est quoi? Savon noir, ça c'est un mélange que tu peux faire. Tu peux faire l'antifongique à base de dattier, cassia alata, ou tu peux faire avec l'oignon aussi. Mais encore une fois, la fumagine, c'est encore un problème qui est double, parce que la fumagine, c'est un champignon qui se développe. Parce que, alors je ne sais plus si c'est la cochenille ou le puceron, pardon, mais qui fait caca sur les feuilles, et les caca, du coup, ça permet aux champignons de se développer. Ok, d'accord. Donc en gros, il faut que tu traites à la fois l'insecte qui fait le caca, et le champignon. C'est ça, ils ont un caca qui brûle. Ils ont un caca qui brûle. Et ça, les caca qui brûlent, c'est pas les bons caca. Ok, et franchement, on rigole encore une fois, mais honnêtement, c'est super intéressant. On a parlé, bien sûr, de nos amis les abeilles, de les coccinelles. Qui a-t-on oublié qui aide? Puisque là, on a parlé fourmis manioc, là, c'est bon, là, on a... Le scolopendre. Ouais. Le scolopendre, c'est aussi un prédateur de pas mal d'insectes. Alors, les crapauds buffles, c'est vrai que c'est une espèce qui est exotique et qui a été introduite. Mais au jardin, ça mange aussi de nombreux insectes qui peuvent vous enquiquiner, donc ça peut être intéressant d'en garder quelques-uns. De qui on n'a pas parlé? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ton métier, tu connais les plantes et les animaux. La biodiversité. Cette fameuse biodiversité. Encore une fois, allez sur le replay de Fiona Biodiversité, vous allez apprendre énormément de choses. À quoi servent les mabouillas? Rien du tout. Manger les moustiques. Ouais, mais à part ça, on n'en a pas besoin. Mais il veut tuer les mabouillas, il est fou. Non, c'est vrai, ça tue les moustiques, les ravets et les araignées. J'ai envie de dire que toute chose a son utilité, et c'est toujours une question d'équilibre. Donc, faut pas qu'il y en ait un qui surpasse et qui envahit tout. S'il y a toujours quelqu'un qui est mangé par quelqu'un d'autre, ça va. Donc, pareil au jardin, c'est un peu l'histoire de la vie. Hein. C'est vrai. Le yin et le yang. Non, c'est totalement vrai, ça. On se rend compte qu'on n'a pas à mettre notre patte dedans pour déstabiliser tout ça. Que peut-on ajouter sur cette façon de jardiner sans pesticides? Le mot-clé, hein, comme je te disais au début, c'est la diversité. Planter plein de choses différentes, locales de préférence, s'il vous plaît, pas forcément des ornementales qui ramènent le psylle qui va après nous donner des maladies, par exemple, à nos citrons.
Mais oui, planter des choses locales, un peu voilà, le jardin créole de nos anciens, de nos grands-parents, voilà, mélanger les racines avec des plantes, médicinales, avec des plantes aromatiques. Quand vous faites vos associations, mettez une racine avec un légume-feuille, avec un légume-fruit. Il faut faire des rotations. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces qu'on partage comme ça lors de nos stages, en permaculture notamment, et d'ailleurs qui sont ouverts à tous et qu'on propose pendant les vacances, et probablement aussi mensuellement à voir au cours de l'année. Justement, tu vas me répondre forcément oui, parce qu'on n'a pas forcément le même climat à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, au Moule. Est-ce qu'il y a des maladies justement pour nos plantes qui vont être récurrentes par rapport à la géolocalisation? Basse-Terre, Sainte-Anne, Saint-François. C'est une bonne question. Je te remercie. J'ai pas tous les éléments. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être, en fonction des caractères climatiques, plus c'est humide, plus tu vas avoir tendance à avoir des champignons, ce genre de choses. Après, à mon avis, quand tu as un nuisible, une peste qui se retrouve à Basse-Terre, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, il arrive en grande terre avec le vent, avec enfin voilà, les déplacements. Donc, justement, est-ce que tu es plus attentive lorsqu'on a par exemple une grande période où on a énormément de vent, énormément de pluie? Est-ce que ça nous ramène des choses, limite des choses par exemple je vais dire une bêtise, mais par exemple de Sainte-Lucie, de Martinique ou d'ailleurs? C'est encore une autre bonne question. Parce que imagine-toi, moi j'ai regardé le jardin et j'ai des champignons qui ont poussé, ils n'étaient pas là. Et juste après une période de vent de folie, et honnêtement il y avait des trucs qui étaient pas là. Je pense que oui, assurément le vent ramène des particules. Faire attention. Par exemple la brume de sable, j'ai un copain qui a perdu plein de plantes, enfin plein de maraîchage à cause de la brume de sable, parce que ça vient empêcher la photosynthèse certainement, etc. Donc là justement, est-ce qu'il y a peut-être une technique pour déjà se protéger? Et si on ne peut pas se protéger, est-ce qu'on peut faire quelque chose après? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a dit bon, à l'an prochain. Non, mais. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est la nature. C'est pas évident de s'adapter en plus au changement climatique, etc. Mais encore une fois, plus tu plantes diversifiées, à la fois des plantes de cycle court, des plantes qui sont vivaces, qui vont rester là toute l'année, qui sont pérennes, des plantes qui poussent dans le sol, en surface. Et plus tu crées de petits micro-écosystèmes, et la diversité crée la résilience de ton écosystème en fait. Alors j'ai une autre petite question bête, mais je te laisse terminer. Oui. Non, c'est bon, je t'écoute. Alors, on parlait du vent, du changement climatique et compagnie. Souvent, on a comme habitude, tu sais, de faire sa pelouse, de tondre sa pelouse avant les orages, les cyclones, les tempêtes, la pluie, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser vivre sa pelouse pour justement qu'elle puisse peut-être protéger ce qu'il y a en dessous? Est-ce que c'est une bonne question? Là, j'aurais 3 sur 3, c'est une bonne question. Est-ce que c'est il n'y a pas de mauvaise question globalement. D'ailleurs, si tu me rappelles, ma chroniqueuse sage-femme. Indépendamment de tondre son jardin avant. Alors, je pense que les gens le font avant les phénomènes climatiques pour éviter qu'il y ait des branches qui tombent dans la maison, etc. Ça, je peux comprendre. Mais globalement, c'est toujours intéressant de garder. Alors, je sais, les gens ils comprennent pas quand je dis ça, mais de garder des petits tas de bois, des petits tas de terre, une bande enherbée, des zones qu'on va très peu toucher, voire pas du tout, pour que justement il puisse y avoir des petites plantes, des petites fleurs qui vont nourrir nos amis pollinisateurs, les abeilles, etc. Le fait de garder un peu plus d'herbe un peu plus haute, ça fait que ça va baisser la température aussi du sol, limiter l'érosion, le lessivage du sol. Donc c'est utile de ne pas tout raser tout le temps comme ça, et voilà. Mais on en a déjà parlé. Exact. Non, mais il faut rabâcher, tu sais, parce que les gens, si tu rabâches pas, ils veulent pas entendre. Ils veulent que leur jardin ressemble au jardin d'hôtel. Bah, si tu voyais mon jardin, par exemple. Ah, mais t'inquiète, hein. J'ai beaucoup d'exemples qui laissent vivre leur jardin. Et avant, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que dans le mental, on vous explique que ça fait sale, que ça va amener des rats, des ravets et compagnie. Et en fait, après vos passages, toi, 100% zèbre, etc., je comprends en fait qu'il est simplement vivre. Ça a une utilité. Et ouais, exactement. Mais on nous a formaté. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de conseils, on vous rappelle que Fiona est sur les réseaux, que Faire ma part est disponible, que l'application est disponible pour reconnaître un petit peu tous les nuisibles, tous les pollinisateurs. Mais
forcément, on va leur donner toutes tes adresses, Facebook, Instagram, site internet, la totale, carte bancaire, regarde par là, ça va s'afficher. J'ai pas mis le numéro de téléphone aujourd'hui. Non, mais c'est normal parce que les gens vont t'appeler. Allez, vous me retrouverez du coup sur Facebook, Faire ma part consulting, Instagram, Faire ma part. Également sur le site internet, donc http://bit.ly/faire ma part. Et sinon par mail, fionarochepro@gmail.com. Au top, n'hésitez vraiment pas à check Fiona. Franchement, si elle ne répond pas tout de suite, c'est qu'elle est très occupée. Elle n'est pas mal élevée, elle est super occupée. Donc elle vous l'a rappelé en plus, elle a des ateliers pendant les vacances, donc suivez-la, inscrivez-vous, allez apprendre 2 fois plus de choses. Et bien sûr, son application est disponible partout pour vous faire des petits quiz en famille. Pourquoi pas, ça va être super intéressant. Connaissez vos plantes, connaissez votre biodiversité. Ne soyons pas fous, ne détruisons pas tout. Waouh, avec toi je fais des rimes, c'est ouf. J'adore, merci. Et c'est rien que pour toi, les autres invités ils n'ont pas tout ça. Ça pour eux. Justement, spécial. Et si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion, même si vous êtes loin, à Anguille, à Antigua, à Saint-Vincent, à Grenada, à Barbados, à Trinidad and Tobago, à la Jamaïque, sans oublier Saint-Vincent et the USVI. I see you USVI, you are crazy guys. Ta caméra est juste là. Mon message, ça va être planter une graine. Voilà, planter des graines chez vous, c'est le début de l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance. Et c'est toujours très réjouissant de pouvoir manger ce qu'on a soi-même planté avec ses petites mains. Hein. On a eu des cloques, etc. On a eu de la terre sous les ongles. Et surtout, ça a meilleur goût que d'aller l'acheter chez quelqu'un. Voilà. Voilà. Et puis ça a moins se voyager quand ça pousse directement dans ton jardin, ça a plein de vitamines pour toi et c'est bon pour ta santé, ton mental, ton corps. Donc voilà, plantez une graine. Plantez une graine, alors vous attendez quoi? Faites-vous du bien. En plus, le jardinage, ça détend, mine de. Ah oui, toi, j'ai l'impression que toi, t'es jamais stressée, t'es jamais fâchée, t'es toujours souriante. Elle est toujours détendue. Le jardinage détend. Ça fait du bien, oui. Dis-moi, est-ce que l'urine, c'est de l'engrais efficace? Exact. À diluer par contre. À diluer, ouais, n'allez pas vous asseoir et... C'est riche en azote. Et effectivement. Donc tu dilues et ça va te faire des belles feuilles vertes parce que c'est l'azote qui permet aux plantes d'avoir le feuillage. Voilà, maintenant, vous savez tout. Tu peux mettre la banane aussi, un petit purée de banane, ça c'est pour les fleurs, les fruits, bon. On fait une autre émission si tu veux. Écoute, on peut faire 20 500 mais le truc, c'est qu'il faut que tu aies du temps à m'accorder. Oui, ça fait 2 mois que je cours derrière elle. Tu leur dis pas ça. En tout cas, merci de m'avoir accordé. Franchement, on apprend toujours plein de choses. Et encore une fois, merci pour le travail que tu fais. Merci. Les enfants, connectez-vous et emmenez papa, maman. Nous, on se retrouve... bien entendu, demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne 23. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce pull rouge de folie, je parle bien sûr de l'écrin à Basse-Terre. Vous demandez Nathalie, elle habille votre père, votre frère, votre amant, votre mari, bref, tous vos hommes. Encore une fois, c'est du jamais vu. Rendez-vous demain, toujours sur la chaîne 23. À demain.